Bonjour à toutes et à tous, je suis Quentin, le présentateur du podcast Raconte ta Life. Que vous soyez entrepreneur aguerri, créateur ou repreneur d'entreprise, on le sait tous, la compta n'est pas forcément votre dada. Mais pas de panique. Ici, on vous en dit plus de manière directe, facile d'accès et de façon concrète, avec le partage de cas vus et vécus par nos experts et notre bande de comptables préférés. Aujourd'hui, je ne suis pas avec des comptables. On a changé un petit peu l'activité en fait, des personnes qui nous accompagnent aujourd'hui dans ces podcasts, puisqu'on va parler d'investissement, de trésorerie. Quand on est entrepreneur, des fois ça se passe bien, la trésorerie commence à monter, ça nous fait un petit peu d'argent. Alors on peut tout garder pour l'URSSAF parce qu'on ne sait jamais, des fois qu'il se passe quelque chose, mais peut-être que cet argent il serait peut-être mieux ailleurs à travailler. Du coup aujourd'hui je suis accompagné de... Louise-Marie. Et tu es chargée de partenariat. J'accompagne aujourd'hui des professionnels qui accompagnent eux-mêmes des clients investisseurs et des entrepreneurs. Parfait. Et Thomas, je suis conseiller en gestion de patrimoine. Donc j'accompagne notamment des dirigeants de sociétés pour optimiser toutes les thématiques liées à leur patrimoine. D'accord. Donc on va parler... patrimoine pro, patrimoine perso. Des fois, je pense que pour l'entrepreneur, ça va un petit peu d'un côté et de l'autre. Si je devais commencer à placer ma trésorerie professionnelle, je pourrais m'orienter vers quoi? C'est quoi le sujet, le go-to, qui est le plus facile à mettre en place où le monde va finalement? Sujet vaste. Très vaste. Je pense que si Thomas, ça te va, on va, je pense aujourd'hui parler plutôt de l'investissement immobilier. Alors, il n'y a pas que ça, mais je pense que ça va déjà nous tenir quelques minutes. Très bien. D'un premier retour, en tout cas de propriétaire, on va être plutôt sur l'immobilier direct ou indirect, soit du locatif en direct, ou du placement financier, mais comme des SCPI, donc c'est de l'immobilier indirect. Ça veut dire quoi, SCPI? Société civile de placement immobilier. Ça t'avance? Ça m'intéresse de savoir comment ça fonctionne. Moi, mettons que je suis entrepreneur, j'ai un peu de trésor à placer. Je vous contacte d'entre vous, je dis voilà, j'ai par exemple, on va dire 100 000 euros, un chiffre un peu rond. Donc l'idée, ce serait plutôt d'abord d'aller vers l'immobilier. Et si je veux faire de la SCPI, comment ça marche? Si tu veux, en fait, pour un client donc, qui serait intéressé pour faire de l'investissement immobilier, ce qui va être intéressant dans les SCPI, c'est qu'en fait, les SCPI, comme Louise-Marie disait, c'est une société civile qui a fait l'acquisition d'une multitude de biens immobiliers. Et quand vous achetez une part de SCPI, en fait, vous achetez une part de cette société civile dans laquelle vous devenez associé. D'accord. Et donc, vous commencez à toucher des loyers, mais d'un patrimoine diversifié. Donc, il peut y avoir une multitude de biens immobiliers, une multitude de locataires. Donc, ça va nous permettre, en fait, en quelque sorte, de réduire le risque locatif. D'accord. Et ce placement, autre intérêt pour un client, c'est qu'il peut être accessible des 1 000, 5 000, 10 000 euros. Donc, on n'a pas besoin d'une somme importante comme on pourrait en avoir besoin pour un achat d'un appartement qui va coûter tout de suite 100, 200 000 euros. Et j'ajouterais également qu'en termes de gestion locative, il n'y en a pas. Tout simplement. Oui, puisque c'est géré par la société en question. Donc ça peut être un réel avantage pour des investisseurs qui n'ont déjà pas le temps ou des entrepreneurs qui n'ont pas le temps de placer sa trésorerie facilement. Quelle différence entre j'investis la trésorerie de mon entreprise et j'investis la trésorerie personnelle quand on est entrepreneur? Est-ce que du coup, si j'investis la trésorerie de mon entreprise dans ce cas-là, donc c'est mon entreprise qui devient en fait actionnaire de cette SCPI, donc les dividendes, je vais la toucher sur le compte de l'entreprise, donc c'est soumis à un régime qui va être forcément différent du régime personnel. Il n'y a pas de meilleure situation, j'imagine, ça dépend de ce qu'on veut faire. Ça va être vraiment une étude au cas par cas, parce qu'en fait, si vous achetez vos parts de SCPI via la société, donc comme tu le disais, c'est la société qui va percevoir les loyers, les coupons, et ils vont être fiscalisés en fait sous le régime de la société, donc à l'IS, si la société est à l'IS. À l'inverse, si on est fiscalisé, si on l'achète à titre perso, on sera fiscalisé sous le régime de l'impôt sur le revenu. D'accord. Donc avec ses règles propres et les différentes étapes. Imposées aux tranches marginales d'imposition, plus les prélèvements sociaux, donc 17,2. D'accord, donc ça dépend un peu finalement de la situation de chacun, si on investit la trésorerie de mon entreprise ou d'investir personnellement. Complètement, et surtout où est la trésorerie? Si elle est sur le compte de la société ou elle est sur ton compte personnel, ça va déjà guider aussi la réponse. Déjà oui, pas mal, j'imagine. Un truc
peut-être, si par exemple mon métier nécessite que j'ai des locaux pour recevoir de la clientèle, est-ce que ça peut être un investissement intéressant d'investir dans mes locaux ou est-ce que c'est quelque chose qui se voit comme ça? Est-ce que c'est quelque chose qui se fait souvent? Est-ce que c'est préférable d'investir dans les locaux d'autres entreprises pour justement toucher ces coupons? C'est quelque chose ou est-ce que c'est quelque chose qui ne fait pas, on fait pas finalement souvent? Je pense que ça dépend aussi du type d'entrepreneur. Tout le monde n'a pas forcément besoin de ces locaux. Après, ça reste quelque chose de courant. Toutefois, je pense que chaque entrepreneur aime bien avoir ses propres locaux, ce qui lui fait aussi de l'amortissement et des charges quand il y a un financement en face. Mais ils peuvent aussi en profiter pour acheter plus grand et louer une partie, ce qui complète des revenus finalement. Donc c'est assez courant pour un entrepreneur d'acheter ses propres locaux, investir dans ceux des autres. Un peu moins. Je n'ai pas de retour sur ça. Typiquement, je pourrais acheter finalement tout un étage ou quelque chose comme ça. Je vais l'occuper et puis on ne sait jamais. Ma société peut grandir à un moment. J'ai directement l'espace. Mais en attendant, je peux louer une partie. Je peux faire un coworking, machin, genre de choses, j'imagine. Enfin, si on a le cash, évidemment, pour faire ce genre d'investissement. Et puis, c'est assez plébiscité parce que quand vous avez besoin de locaux pro, ça vous permet en fait de se créer un patrimoine où on maîtrise tout, parce que le locataire, c'est la société du dirigeant, donc on sait qu'on va percevoir les loyers, et en fait, c'est l'entreprise qui va payer, par exemple, le crédit sur le bien immobilier, et donc le dirigeant se retrouve à se constituer du patrimoine perso grâce à sa société. Donc ça peut être une opération intéressante. D'accord. En France, on dit souvent les Français aiment bien investir dans l'immobilier, c'est complètement vrai? Oui. C'est là où on va la majeure partie de l'argent en termes d'investissement. La pierre est appréciée. La pierre est appréciée. Si je suis... il y a d'autres façons pour moi d'investir justement, parce qu'on parle d'investir dans des locaux, des SCPI, des choses peut-être plus... louer un appartement meublé ou quelque chose comme ça, c'est quelque chose qui est faisable également. C'est un autre statut, c'est différent, c'est pareil, c'est mieux, c'est moins bien. Le statut de meublé est intéressant actuellement parce qu'il permet en fait de... Alors, c'est pas de la défiscalisation, mais ça va permettre d'optimiser sa fiscalité, souvent de ne pas en avoir ou très peu par rapport aux revenus fonciers. C'est un régime qui est plutôt dédié, le LMNP, loueur meublé non professionnel, aux acquisitions à titre personnel. Donc, c'est quand à titre perso vous faites un investissement immobilier, là vous allez pouvoir vous poser la question, est-ce que le meublé est une solution adéquate pour mon investissement ? Pour une société, si c'était de la trésorerie d'entreprise, on aurait moins la problématique, parce que de toute façon, que ce soit meublé ou location nue, ce serait sous le régime de l'impôt sur les sites. Après, ça dépend aussi de la stratégie. Entre une location vide ou une location saisonnière, il y a une stratégie de rendement différente. Donc, il faut aussi se poser la question de ce que l'on souhaite en faire en termes d'activité, en termes de rendement. Est-ce que c'est vraiment juste pour réutiliser de la trésorerie ou est-ce qu'on veut en réaliser une activité presque à part entière? Mais en tout cas, le meublé aujourd'hui prend de la place, en tout cas de plus en plus de place. En France. Ça arrive qu'un chef d'entreprise, au bout d'un moment, commence à investir tellement avec ses données personnelles sur de l'immobilier en non professionnel ou autre que il en vient à créer vraiment quelque chose. Il va avoir besoin limite de staff pour s'occuper des appartements, une conciergerie ou quelque chose comme ça. Oui. Même dès le premier bien, finalement, on pourrait avoir besoin de professionnels qui s'occupent de cette activité, que ce soit une conciergerie, si on est sur de la location saisonnière, une agence, tout simplement d'un point de vue juridique aussi, dans la rédaction des baux, dans la protection vis-à-vis des locataires. Les locataires sont de plus en plus aguerris aussi d'un point de vue juridique, donc en tant que propriétaire, il faut faire attention. Donc se faire accompagner, c'est tout aussi important que de bien placer sa trésorerie. Enfin, je veux dire, c'est un tout. Il faut bien placer, mais il faut aussi bien suivre son investissement pour qu'il réponde aux objectifs, en tout cas. Ok. Ça peut arriver comme ça, des déconvenus? Qu'est-ce qui peut arriver quand on fait un placement immobilier? C'est quoi la cause première du « Ah, non, ça rapporte pas vraiment ce que je pensais ». Est-ce bien payé, des travaux imprévus, tu achètes l'appartement et tu pensais pouvoir le louer comme ça et finalement il y a le plafond qui fuit ou des choses comme ça et donc l'investissement qui était prévu avec une certaine rentabilité, là on augmente les travaux et du coup le rendement est beaucoup plus faible que ce qui était attendu au départ. Même dans le cas d'une SCPI, comme on parlait tout à l'heure, est-ce que même là, c'est les mêmes problèmes finalement? Il y a un problème sur le bâtiment, il n'y a pas de locataire, il n'y a pas de... La SCPI,
SCPI, on va moins avoir le risque locatif. Le souci que l'on a pu rencontrer ces derniers temps avec les SCPI, c'était plutôt sur les CPI de bureaux. Sur les bureaux, bon, il y a eu une chute assez importante de la valorisation des bureaux, parce qu'il y avait eu comme une bulle sur l'immobilier tertiaire. Et donc, c'est vrai qu'on a vu pas mal de SCPI ces derniers temps baisser la valeur de leur part suite aux réévaluations des biens immobiliers. Et donc, les parts ont perdu pas mal de valeur. On a certaines qui ont perdu 20% de leur valeur. Donc, c'est vrai que les SCPI de bureau, aujourd'hui, ne sont pas forcément mises en avant dans l'investissement immobilier. Et on peut dire qu'une SCPI reste un peu plus sécurisée peut-être qu'une location avec des locataires qu'il faut que je gère. Mettons, j'ai 3 biens, il faut que je gère les contrats, le bail, la recherche de locataires. L'investisseur n'aura pas les mêmes problèmes, entre guillemets. Effectivement, sur la SCPI, on va être plus sur une diminution de la valeur de la part, donc c'est un inconvénient indirect finalement. Tant que tu ne vends pas tes parts, t'es pas impacté. Que la location directe, pour le coup, oui, il faut gérer l'humain. Après, ce qui peut aussi être gênant pour l'investisseur en direct, c'est la réglementation. Forcément, je prends l'exemple de la location saisonnière, où beaucoup d'investisseurs se sont aventurés dans ce type de location. Et aujourd'hui, on voit bien que les villes, pour réguler le marché, mettre tout simplement des restrictions. Donc aujourd'hui, un projet qui avait un 10% 10 points de rendement attendu, quand on ne peut plus faire de saisonnier, quand on a 4, ça peut être embêtant. Ça arrive aussi souvent que, mettons, je suis entrepreneur, il y a quelque chose qui m'intéresse, c'est comme n'importe quel finalement investissement d'entreprise, je peux aussi faire appel à une banque ou trouver du financement. Est-ce qu'il y a quelque chose de différent par rapport à un investissement personnel? Est-ce qu'il y a des chemins différents pour récupérer l'argent, pour faire un investissement professionnel de cette façon-là, ou est-ce que ça reste assez classique finalement? Alors, là, tu parles par rapport à un entrepreneur qui ferait l'acquisition via sa société. Il a la trésor, mais il sait qu'il va lui falloir un complément qui peut être égal à la somme qu'il a envie d'investir ou plus. Il peut tomber sur un bon truc où il dit tiens, est-ce qu'en tant qu'entrepreneur, il a accès à des réseaux de financement qui peuvent être différents ou meilleurs d'une personne standard qui fait juste un investissement locatif? Meilleur, je sais pas. Ça va être différent parce qu'en fait, on va être au niveau des banques, on va être sur du prêt professionnel. C'est-à-dire que la banque va pas forcément regarder la situation, va pas regarder la situation perso de l'entrepreneur, enfin d'une certaine façon si, mais elle va surtout regarder le bilan, le résultat de la société. Et en fait, son étude va se faire sur est-ce que la société à qui je prête est capable de me rembourser. Donc voilà, l'étude va être différente. On va pas avoir les notions d'endettement de taux d'endettement comme pour un particulier. Voilà. Après, on n'aura pas non plus les mêmes prises de garantie. Ça va être un montage différent, mais qui se ressemble. En termes de durée d'emprunt, de conditions, les taux sont en général un petit peu plus élevés qu'en nom propre. Et les durées, si je ne me trompe pas, mais Thomas, tu me corriges, je crois qu'on est sur 15 ans maximum, 10-15 ans. Ça dépend, mais souvent c'est des durées plus courtes. Alors qu'en nom propre, on peut aller jusqu'à 20 ans en locatif. Donc forcément, ta mensualité d'emprunt et l'impact sur ta trésorerie. La plus importante. C'est ça. D'accord. Ça crée une charge. Il faut faire le calcul du coup. C'est ça, ouais. Mais finalement, investir en nom propre ou en société, les conditions ne sont pas les mêmes. D'accord. Donc ça reste plus intéressant peut-être d'investir en nom propre qu'en société à cause de ces éléments-là ou... Ça dépend ce qu'on cherche. D'accord. Ça dépend. Et après, il y a aussi le fait, il y a une fiscalité qui est différente sur la plus-value immobilière. Un particulier va être soumis au régime des plus-values immobilières des particuliers, alors que sur une société, à l'impôt sur les sociétés, le calcul va être différent parce qu'on va réintégrer alors c'est un peu technique, on va réintégrer les amortissements comptables dans le prix d'achat. Et donc quand on parle d'amortissement comptable, on parle d'une dépréciation d'une charge un peu fictive qui correspondrait à la dépréciation du bien. Donc on dit grosso modo on a acheté un bien 1000 et puis tous les ans il y a X euros en fait parce que le bien se déprécie un petit peu, donc on peut enlever de ça. Et là quand on est dans une société à l'impôt sur les sociétés, par exemple j'ai acheté un bien 100, dans 20 ans je le revends 100. Je dis une bêtise, on a passé 30 d'amortissement. Donc, pour moi, si j'ai acheté un bien 100, je l'ai vendu 100, je n'ai pas fait de plus-value. Pour les impôts, j'ai vendu 100,
mais j'ai passé 30 d'amortissement, donc c'est comme si j'avais plus que 70. Donc j'ai 30 de base taxable à l'impôt sur les sociétés. Donc c'est un élément à prendre en compte. C'est un élément à prendre en compte, effectivement. Ça arrive souvent qu'il y ait des entrepreneurs comme ça qui se lancent dans des projets en disant « Ah, ça va être génial, j'ai vu écrire un pourcentage, je vais signer ça, c'est bon. » Et en fait, au bout de quelques années, ils se disent « Mince, c'est pas vraiment ce que je pensais cette histoire, c'est peut-être pas une très bonne idée. » Malheureusement, quand l'entrepreneur n'est pas accompagné, oui, ça arrive. C'est quoi la déconvenue la plus fréquente ? Je pense que la plus-value... C'est ça La plus-value, oui, ça peut surprendre parce que ça peut vite... si le bien est détenu depuis un moment dans une structure à l'impôt sur les sociétés, ce qu'on appelle la valeur nette comptable, elle est très faible et donc du coup la plus-value peut être fortement taxée. Surtout que le bien, en plus, a pris de la valeur, lui. Donc, souvent, oui, ok. Un bien immobilier professionnel, ça prend la valeur... Parce on parle souvent du marché... pas professionnel, j'ai envie de dire normal, standard peut-être, avec beaucoup de bulles immobilières, de choses qui montent, qui descendent, et puis on le voit tous dans certaines zones qui sont très tendues, c'est un peu plus compliqué. Le marché de l'investissement comme ça, pro, avec des bureaux, ça bouge de la même façon ou c'est beaucoup plus stable? Est-ce que c'est quelque chose, il faut s'attendre à quelque chose un peu différent ou... C'est un peu différent de l'immobilier résidentiel. On en parlait tout à l'heure, il y a eu une bulle assez importante sur les bureaux, notamment en région parisienne. Et on voit que la bulle a un peu explosé là, ces 2 dernières années. Il y a eu l'essor du télétravail et on voit que les prix ont quand même fortement chuté sur tout ce qui est immobilier tertiaire. D'accord. Ok, très bien. Merci beaucoup pour ces infos. Si on devait un peu récapituler, mettons, voilà, je cherche à investir, j'ai de la trésorerie, je cherche à investir, c'est quoi les 3 ou 4 points qu'il faut que je n'oublie pas ou je suis obligé de pas repasser? C'est quoi, peut-être si on doit résumer un petit peu ces éléments principaux, ce serait quoi? On va faire chacun l'un après l'autre. Louise-Marie, ce serait quoi, toi, pour toi, les points importants, les choses qu'il ne faut pas louper et les pièges qu'il faut éviter? Je pense que le premier conseil et qui est primordial, selon moi, c'est de se faire accompagner, de ne pas se lancer seul sans connaître et sans appréhender tout l'environnement. Donc vraiment se faire accompagner, c'est important. Et forcément, les conseils après vont suivre, mais c'est d'investir dans ce qui nous correspond, surtout en fonction de nos objectifs court, moyen et long terme. Ça peut être très bien pour le voisin, mais l'investissement en tant que tel n'est pas forcément bon pour moi. Donc, de choisir vraiment ce qui correspond aux objectifs propres. Ok, très bien, ça va. Donc, je rebondis. En effet, moi, un point important que je rencontre souvent avec mes clients, c'est déjà définir l'horizon de placement. À quel horizon je vais avoir besoin de cet argent? Là, on a parlé beaucoup d'immobilier. Sur l'immobilier, on va être sur un horizon assez long, plus de 10 ans. Si on a besoin de placer de la trésorerie à 2 ans, on va peut-être aller chercher d'autres solutions, type compte à terme. Et puis après, il existe aussi des solutions, je dirais, dans la terre du milieu, entre 1 an et 10 ans. On va avoir donc des solutions et c'est vraiment l'horizon de placement déjà qui va définir en premier lieu sur quel type peut-être d'investissement je vais aller. Et puis après, c'est un grand classique en finance, on va avoir le couple rendement-risque. Quel rendement je recherche, quel risque je suis prêt à prendre pour atteindre ce rendement. Et plus on va aller chercher du rendement, plus on prend de risques. Parfait. Tu parlais de plein d'autres façons de faire de l'investissement avec des périodes plus courtes. Là, on a effectivement abordé que vraiment beaucoup la partie immobilière. Je pense qu'on aura l'occasion probablement d'en parler dans un autre épisode parce qu'il y a plein de choses. En tout cas, merci beaucoup à vous deux pour votre contribution. Ce sera tout pour cet épisode aujourd'hui. Si cet épisode vous a été utile, n'hésitez pas à nous liker sur votre plateforme de podcast préférée. Et puis, pour voir le prochain épisode, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux. Un grand merci à vous deux. Merci beaucoup. Et à très bientôt sur Raconte ta Life. À bientôt.